Au plaisir de vous retrouver sur nos antennes. Merci de votre fidélité. Voici les titres du journal. Un pas de plus vers la souveraineté pharmaceutique. La Guinée dispose désormais d'une nouvelle usine de fabrication de médicaments à Ouassou, dans Dubrika. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le Premier ministre Amadou Ouriba. Fiscalité, clap de fin pour la 39e réunion annuelle du CREDAF. La Guinée affiche ses ambitions en briguant pour la deuxième fois la présidence de l'organisation. Des prestations culturelles ont marqué la clôture des travaux. Sensibiliser, protéger et promouvoir l'inclusion. La Guinée célèbre ce 13 juin la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, l'occasion de faire le point sur les avancées enregistrées et les efforts déployés par les autorités et leurs partenaires. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information que nous ouvrons par ce décret. Décret D 2026-01-97 PRG-SGG portant promulgation de la loi ordinaire L 2026-001 CNT portant autorisation de ratification de l'accord cadre et de l'accord de mandat entre la République de Guinée et la Banque islamique de développement BID. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, est promulguée la loi ordinaire L 2026-001 CNT portant autorisation de ratification de l'accord cadre et de l'accord de mandat entre la République de Guinée et la Banque islamique de développement BID relatif au financement du projet de construction du corridor routier régional Guinée-Sénégal, tronçon Mali-Gadalougué, signé le 19 juin 2025. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 juin 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Culture et développement au cœur du programme Simandou 2040. Les autorités guinéennes ont lancé à Conakry la première vague du pilier 2 dédiée à la promotion des industries culturelles et du patrimoine national, une initiative qui s'inscrit dans la vision de transformation portée par le programme Simandou 2040. Les détails avec le sous-lieutenant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. La transformation d'une nation ne se construit pas uniquement à travers les infrastructures et les investissements économiques. Elle se construit aussi à travers son identité, ses valeurs et sa culture. En Guinée, cette vision occupe désormais une place importante dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Quelques jours après le lancement du pilier 1 consacré à l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, le chapiteau Baye Issa a accueilli ce vendredi 12 juin 2026 la cérémonie officielle de lancement de la vague 1 du pilier 2 dédié à la culture. Une cérémonie présidée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, en présence du ministre directeur des cabinets de la présidence et président du comité stratégique de Simandou Diba Diakité, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. À travers cette journée, le secteur culturel entame une nouvelle phase dans l'opérationnalisation du programme Simandou 2040. Dans son intervention, le général Amara Kamara a rappelé le rôle essentiel de la culture dans l'éducation, la sensibilisation et l'émancipation des peuples. Il est également revenu sur les ambitions du programme Simandou 2040, pensé pour répondre durablement aux attentes des populations. Des jours qui ont succédé la prise de responsabilité du président de la République. Il a pensé pour qu'un pays il se développe à l'horizon dont il a dit qu'il fallait s'occuper du ventre des Guinéens. C'est ce qui représente le pilier 1. Mais il est aussi profondément convaincu qu'une société, son âme même, c'est sa culture. Et cette culture, si on doit éduquer nos enfants, ça devrait être bâti sur nos valeurs culturelles. Je suis honoré, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, de lancer officiellement les travaux du pilier 2, éducation et culture, à son volet culture, le programme de développement
socio-économique responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années. Vive la Guinée, terre de richesse et d'innovation. Prenant la parole, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat Moussa Moïse Silla a présenté plusieurs projets et réformes de son département, notamment 10 projets phares dans le domaine de la culture et 10 autres dans le secteur touristique. Le ministre a également évoqué les progrès enregistrés dans le tourisme, tout en réaffirmant l'ambition de faire de la Guinée un véritable pôle d'attraction touristique et culturelle. Profitant de cette occasion, Moussa Moïse Silla a salué la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour la transformation structurelle du pays. Il a été confié à mon département, dans le cadre de cette vague 1, la réalisation de 35 projets et programmes structurants, dont 13 sont déjà en cours d'exécution et 22 nouveaux projets. Ces 35 projets se répartissent comme suit: 13 dans le domaine de la culture, 19 dans le domaine du tourisme et 3 dans l'artisanat. Pour cette première vague, et afin d'améliorer concrètement et rapidement le quotidien de nos concitoyens, nous avons retenu un portefeuille emblématique: 10 projets pour la culture, 10 projets pour le tourisme, un programme phare pour l'artisanat. À eux seuls, les premiers projets engagés représentent un volume d'investissement de près de 2 970 milliards de francs guinéens. Derrière chacun de ces montants, il y a un territoire, il y a des emplois et une fierté retrouvée. Le Palais de la Culture et des Arts, Mamadi Doumbouya, une infrastructure capable d'accueillir 5000 places assises en salle, des espaces modulables de réunion, de diffusion, d'exposition et plus de 20 000 places à l'extérieur pour des spectacles en plein air. Le monument culturel Nimba, qui va également être érigé sur la crête du plateau de Koloma. En matière de culture, nous entendons préserver et valoriser l'identité guinéenne. En matière de tourisme, nous engagerons la transformation de notre culture et de notre nature en véritable économie de destination. Notre pays recèle de plus de 400 sites touristiques, dont 274 sites naturels, 13 sites historiques, 333 km de côtes, un trésor qui ne contribue pourtant aujourd'hui qu'à moins d'1% de notre produit intérieur brut. Les choses doivent changer. Les projets que nous lançons ne sont pas des dossiers, ce sont des destins, ce sont des emplois pour nos jeunes, des revenus pour nos artisans, des visiteurs qui découvriront la beauté de notre pays et repartiront ambassadeurs de notre nation dans le monde. De son côté, le délégué général de l'unité d'exécution du programme Simandou, Mamadou Angelo Diallo, a insisté sur le rôle stratégique de la culture dans la création d'emplois, la valorisation du capital humain et le développement économique durable. Aujourd'hui, toutes les nations du monde clament leur souveraineté. Mais le premier socle d'une souveraineté nationale, c'est notre identité culturelle. C'est cette identité culturelle qui nous permet de définir nos valeurs, de protéger nos valeurs et d'être une nation aux yeux des autres. Il est extrêmement important que cette vision sur l'identité culturelle ne soit pas exprimée seulement en rhétorique, mais qu'elle soit traduite en action. Et c'est ce que Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, a traduit en vision et de la vision en projet, des projets en action. Je vous souhaite plein succès dans la noble mission que vous avez de faire rayonner notre pays sur le plan de la culture. Nous sommes avec vous. Des photos de famille suivies d'un cocktail ont mis fin à cette cérémonie qui marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Je vous le disais dans les titres, renforcer la production locale de médicaments et réduire la dépendance aux importations, c'est l'ambition de la nouvelle usine pharmaceutique inaugurée à Ouassou dans la préfecture de Dubrika, portée par le groupe Odav Pharmacie Guinée. C'est un investissement majeur qui marque une nouvelle étape dans la politique de souveraineté sanitaire de la Guinée. Reportage de Hadiatou Bari. C'est un investissement majeur pour le secteur de la santé et de l'industrie en Guinée. À Ouassou, dans la préfecture de Dubrika, l'usine Odav Pharma Guinée ouvre officiellement ses portes. Construite sur une superficie de 20 hectares, cette unité industrielle est destinée à produire localement des médicaments essentiels afin de répondre aux besoins des structures sanitaires du pays. Au cours de la visite des installations, les autorités ont découvert une usine dotée d'une importante capacité de production.
jusqu'à 6 000 flacons injectables, 15 000 comprimés et 5 000 flacons de sirop pédiatrique par heure. Des produits destinés à prendre en charge les pathologies les plus fréquentes en Guinée. L'unité industrielle que nous inaugurons ce jour n'est pas seulement un bâtiment, c'est un écosystème de production moderne, conçu, équipé selon les normes internationales les plus exigeantes, intégrant des lignes de fabrication et de conditionnement capables de produire les médicaments essentiels destinés à nos populations. L'implantation de cette industrie dans notre région porteuse d'espoir, elle représente non seulement un investissement dans le domaine de la santé, mais également une source importante de création d'emplois, de transfert de compétences, d'innovation technologique et de développement économique et social. Au-delà de son impact sur la disponibilité des médicaments, l'usine prévoit la création de 500 emplois directs et plus de 2000 emplois indirects. Avec cette inauguration, la Guinée compte désormais 3 unités de fabrication pharmaceutique, une avancée importante dans la stratégie nationale de réduction des importations de produits pharmaceutiques et de renforcement de la souveraineté sanitaire. Au-delà de l'acte inaugural, ce moment porte une signification plus profonde. Il traduit le mouvement d'un pays qui choisit de produire davantage, de dépendre moins et de bâtir progressivement les fondations d'une souveraineté sanitaire. Cette inauguration est d'autant plus importante qu'elle intervient dans une séquence remarquable pour notre pays. En l'espace d'un trimestre, la Guinée inaugure sa 3e industrie pharmaceutique. Ce rythme n'est pas ordinaire. Il relève de la dynamique nouvelle portée par la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Mamadi Doumbouya. Pour le gouvernement, cette infrastructure illustre la volonté de bâtir une industrie pharmaceutique capable de répondre aux besoins du pays, tout en soutenant la croissance économique. La Guinée est très heureuse d'accueillir des investisseurs venant de tous les coins du monde pour apporter leur savoir-faire, pour partager des connaissances, faire profiter à notre économie des facteurs de transformation indispensables pour vaincre le sous-développement et plus particulièrement la pauvreté. Au-delà de l'inauguration de ODAV Pharmacie, c'est la concrétisation symbolique d'une démarche politique que le président Doumbouya a lancée dès le 5 septembre 2021. Entre production locale de médicaments, création d'emplois et développement industriel, ODAV Pharma Guinée marque une nouvelle étape dans la construction d'une Guinée plus autonome sur le plan sanitaire. La Guinée et les Nations Unies renforcent leur dialogue. En séjour à Conakry, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de paix, a rencontré le chef de la diplomatie guinéenne. Au menu des échanges, coopération multilatérale, enjeux de paix et rôle de la Guinée au sein de l'Organisation des Nations Unies. Le point avec Makeme Donzo. L'émissaire onusien est porteur d'un message de M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, à son Excellence général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. M. Jean-Pierre Lacroix salue les efforts consentis par la Guinée au sein des Nations Unies, notamment dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Il a rendu un vibrant hommage aux soldats guinéens pour leur engagement au service de la sécurité internationale. La Guinée a fait beaucoup pour nous, a fait beaucoup pour les Nations Unies en général et le maintien de la paix en particulier. Les peacekeepers guinéens ont payé un prix aussi, un prix pour certains de leur vie. Et je voudrais leur rendre hommage aussi, rendre hommage à leur sacrifice. Et puis, bien sûr, l'autre objet de cette visite, c'est voir ce qu'on peut continuer à faire ensemble, comment poursuivre notre coopération et la développer. Au nom du chef de l'État, son Excellence Dr Maurice Kouyaté a souhaité la bienvenue à son hôte tout en saluant l'excellence des relations de coopération entre les deux parties. Il est là avec un message du secrétaire général des Nations Unies qu'il va transmettre au chef de l'État, au président de la République. Et comme il l'a dit tout à l'heure, la Guinée et les Nations Unies, c'est une longue histoire
mais une bonne histoire aussi, la place de la Guinée depuis notre adhésion à cette organisation multilatérale. Nous avons eu des contributions de part et d'autre, l'un pour l'autre. Donc une fois de plus, au nom du chef de l'État, je lui souhaite la bienvenue en Guinée. Depuis quelques jours, un véritable ballet diplomatique s'est mis en place avec les arrivées des ministres des Affaires étrangères du Sénégal et de la Mauritanie, ensuite de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote et maintenant le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de la paix. Des visites de travail qui sont le résultat de la refondation diplomatique en cours. Autre titre de ce journal, après 3 jours de travaux, finit la 39e réunion annuelle du CREDAF, cercle de réflexion et d'échange des administrations fiscales. Plusieurs présentations ont été faites sur des thématiques comme l'analyse des risques et cette bonne nouvelle, la Guinée brigue pour la seconde fois la présidence du CREDAF. Pour finir en apothéose, des activités culturelles ont été organisées afin de détendre les différentes délégations. Mohamed Seyar Souma. Conakry a été le théâtre de la fiscalité internationale. Entre autres thématiques débattues, l'analyse des risques et la sécurisation des données fiscales. Autour des panels, chaque pays partage ses expériences, ce qui a permis de filtrer les bonnes pratiques devant être exploitées à l'avenir au sein du CREDAF. Étape cruciale de cette 39e réunion annuelle, Fatoumata Foula Diallo de la Guinée devient la présidente de l'institution. Le cap est fixé. À son Excellence, Monsieur le Président, je vous renouvelle ici l'expression de ma profonde reconnaissance et de mon indéfectible engagement. Je tiens également à rendre un hommage mérité à mon prédécesseur, le président sortant. Je veillerai à ce que nos travaux débouchent sur des propositions opérationnelles, à ce que les voix des pays membres soient portées avec force au sein des instances internationales. La Guinée occupe la présidence du CREDAF pour la 2e fois après le mandat de 2023. Une seconde responsabilité vivement saluée. Le CREDAF continuera de vous accompagner à travers ces séminaires, ces groupes de travail thématiques, ces plateformes d'échange, ces projets de formation. Je veux pour conclure adresser mes vœux de plein succès à Madame Fatoumata Foula Diallo, nouvelle présidente du CREDAF. Alors que s'achèvent nos travaux, une conviction s'impose. Les réflexions menées au cours de ces 3 jours constituent moins un aboutissement qu'un point de départ. Les recommandations formulées sur des enjeux aussi essentiels que la sécurisation des données fiscales, la continuité des activités, la gestion des crises et des catastrophes naturelles, ainsi que la prise en compte du genre dans les politiques fiscales devront nourrir les actions et les orientations stratégiques du CREDAF dans les années à venir. Au-delà de la sécurisation des données fiscales et l'analyse des risques, le contrôle fiscal se greffe à la série de thématiques développées lors de cette 39e édition du CREDAF. Il est essentiellement question de contrecarrer la fraude, un des défis pour la nouvelle présidence, assurée par la Guinée. La Guinée et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération économique. À Conakry, un business forum dédié au secteur du bâtiment et des travaux publics réunit décideurs et opérateurs économiques des 2 pays. Au cœur des échanges, les opportunités d'investissement, les partenariats industriels et le développement des infrastructures. Noumousso Diakité, Marwan Kamara. Conakry accueille le Forum économique sectoriel du bâtiment et des travaux publics. Un rendez-vous international qui mobilise les acteurs publics et privés de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Objectif, échanger sur les possibilités de collaboration et les projets susceptibles de soutenir la croissance économique des 2 pays. Le programme est porté par le groupe ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Cette mission économique sectorielle est la première qu'organise le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, et le choix de sa première destination a été porté sur la Guinée. Les peuples guinéens et ivoiriens partagent depuis de longues années des liens fraternels très forts, ce qui représente des opportunités que nos entreprises
devrait saisir. Cette vision dépasse largement le cadre d'un projet minier. Elle porte l'ambition de construire une économie plus diversifiée, plus industrialisée, afin de transformer le maximum de matières premières sur place. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par l'ambitieux chantier de refondation engagé par les autorités guinéennes. Un programme qui s'inscrit dans la dynamique du projet Simandou 2040 destiné à transformer durablement l'économie nationale à travers la modernisation des infrastructures. Le forum s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président, qui veut de la Guinée un pays attractif. Et nous, les jeunes entrepreneurs, nous devons profiter de cette opportunité afin d'être plus professionnels dans le domaine de BTP. Ces chantiers représentent des opportunités concrètes pour les entreprises guinéennes et ivoiriennes. Ils appellent des partenariats solides, des transferts de compétences et des montages financiers innovants. Au-delà des échanges institutionnels, ce forum est aussi une opportunité pour les entreprises de nouer des partenariats et d'explorer de nouvelles perspectives d'investissement. Il témoigne l'engagement commun de la Guinée et de la Côte d'Ivoire à renforcer une coopération économique durable fondée sur des intérêts partagés et une vision de développement à long terme. Et pendant ce temps, le programme Simandou 2040 continue de mobiliser les acteurs nationaux. Cette fois, ce sont les professionnels des médias qui ont été outillés pour mieux appréhender les enjeux et les ambitions de ce vaste projet de développement. Une formation de 2 jours destinée à améliorer la qualité de l'information et de la communication autour de cette initiative stratégique. Reportage d'Aboubacar Amikamara et Tierno Younoussaba. Ils sont journalistes des médias publics et privés, communicateurs, rédacteurs en chef et responsables d'organes de presse réunis au centre de formation et de perfectionnement. Pendant 2 jours, ces professionnels des médias ont été outillés sur leur rôle et leurs responsabilités dans la communication autour du projet et programme Simandou 2040. L'objectif est de leur fournir une information claire, fiable, afin de faciliter la collecte, le traitement et la diffusion d'informations sur ce projet stratégique pour le développement de la Guinée. Nous avons parlé du rôle et de la responsabilité sociale du journaliste guinéen. Toutes ces questions nous ont permis ici de faire le tour d'horizon de la problématique et de mettre en exergue les outils d'information et de communication à travers les genres journalistiques qui sont les nôtres dans l'exercice et dans la pratique de notre métier. Au terme de cet atelier de renforcement des capacités, les participants ont salué la qualité des modules dispensés ainsi que la pertinence des échanges. Ils ont souligné que cette formation leur permettra de mieux comprendre le programme Simandou 2040 et d'assurer une couverture médiatique professionnelle et équilibrée. Notre rôle en tant que journaliste s'inscrit dès lors dans un défi d'explication, de sensibilisation et de mobilisation de l'ensemble des forces nationales afin d'aligner les énergies et les objectifs sur l'atteinte des ambitions fixées dans le programme Simandou 2040. Au nom du ministre Mourana Souma, je voudrais dire toute la satisfaction du département dans l'organisation de cette formation. Il s'agissait de faire en sorte que les journalistes guinéens, une vingtaine, soient outillés pour comprendre quelle était la différence entre le programme Simandou 2040, qui est la vision du président de la République Mamadi Doumbouya, et le projet Simandou. Je pense qu'aujourd'hui, devant tout le monde, je peux prendre l'engagement que le ministère de la Communication et de l'économie numérique et de l'innovation prend cet engagement, d'autant plus que le ministre Mourana Souma fait en sorte que la formation soit un cheval de bataille, d'autant plus que nous avons un centre de formation suffisamment outillé, suffisamment rigoureux pour proposer des modules qui peuvent être pertinents pour les Guinéens. Président de la cérémonie de clôture, le secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation a réaffirmé l'engagement du département à accompagner les professionnels des médias dans leur mission d'information. Il a insisté sur le rôle essentiel de la presse dans la sensibilisation des citoyens et la valorisation du projet Simandou 2040.
À Paris, la Guinée et la France consolident leur partenariat au service de la modernisation de l'administration publique après 5 mois de formation intensive à l'Institut national des services publics. 22 cadres guinéens ont achevé avec succès le cycle initié à Guinée. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence des autorités guinéennes et françaises. Les détails avec notre envoyé spécial, Mamadi Tierna Kamisoko. À Paris, c'est l'aboutissement de plus de 5 mois d'apprentissage et de découverte de meilleures pratiques administratives. 22 cadres guinéens achèvent avec succès le cycle initié à Guinée, un programme de formation conduit en partenariat avec l'Institut national du service public français. Cette session a permis aux participants de renforcer leurs compétences dans plusieurs domaines stratégiques de l'action publique. Nous avons découvert, analysé et compris les multiples dimensions de la gouvernance publique, allant de la posture du manager moderne au pilotage des politiques publiques par la donnée, en passant par la gestion des projets de développement, la transformation numérique, l'administration territoriale et la transition écologique. Nous a permis de saisir les défis qui se posent dans les services publics et d'entrevoir des solutions adaptées au contexte national. Je ne peux que me féliciter d'avoir accueilli à l'INSP pendant 5 mois 22 cadres guinéens de haut niveau, aujourd'hui réunis pour marquer l'aboutissement de ce cycle. Je crois que l'on peut dire sans embâche que tous rassemblés aujourd'hui, nous partageons la même ambition, former des cadres publics d'excellence pour améliorer durablement la qualité du service public, dans la continuité de la réforme de la formation, de la haute, de la fonction publique tout court. Ces bénéficiaires sont les lauréats de 600 cadres intermédiaires du projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique PAPAP et du G60 financé par l'Agence française de développement à travers Expertise France. Une expérience de perfectionnement de haut niveau au contact de l'expertise française et des valeurs du service public. Le partenariat qui a été construit montre combien la coopération entre nos institutions peut produire des résultats concrets et durables au service de la modernisation de l'administration publique guinéenne. L'objectif de cette formation s'aligne avec l'ambition portée par Simandou Academy pour préparer une nouvelle génération de cadres publics. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Paris, dans ces locaux très prestigieux, pour constater avec fierté le chemin parcouru et célébrer les résultats obtenus. Cette cérémonie constitue certes la clôture d'un programme de formation, mais elle représente surtout une étape importante dans le vaste chantier de transformation de l'administration publique engagé sous le leadership de son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Et le programme que nous sommes en train aujourd'hui de clôturer va générer des effets qui contribueront à la trajectoire de modernisation que nous avons lancée il y a quelque temps. C'est pour cela que je peux vous rassurer que ces attestations qui ont été remises aujourd'hui ne resteront pas de simples papiers. Je vais me transformer en véritable ambassadeur pour promouvoir ces compétences acquises. L'un des faits marquants de cette cérémonie de clôture ici à Paris est la présentation de 4 projets innovants destinés à améliorer la gouvernance administrative présentés par des lauréats guinéens. Des projets tirés de l'expérience vécue dans plusieurs services publics français où ils ont été accueillis pour des stages pratiques. À des milliers de kilomètres de Conakry, l'esprit de fraternité guinéenne reste bien vivant. En Chine, la communauté guinéenne se distingue de par son sens de l'entraide, sa solidarité et son attachement aux valeurs nationales. Immersion au sein d'une diaspora unie qui continue de faire rayonner la Guinée à l'étranger. C'est un reportage signé de Mamadou Saléouba et Mamadou Saléouba encore a suivi. À Guangzhou, au sud de la Chine, vivent plusieurs centaines de Guinéens. Loin de leur terre natale, ces Guinéens établis dans cette métropole dynamique ont développé un esprit de solidarité pour faire face aux défis de la vie à l'étranger. Composée des commerçants, des étudiants et autres travailleurs, cette communauté guinéenne de Guangzhou a mis en place des mécanismes d'entraide et d'accompagnement particulièrement en faveur
des nouveaux venus. Nous avons un bureau démocratiquement élu, composé des jeunes, des femmes et un conseil des charges. Les principaux défis sont la régularisation des visas, il y a aussi la barrière linguistique, il y a aussi l'échange des prisonniers entre la République de Guinée et la République populaire de Chine. Je lance un appel à tous les Guinéens de respecter les lois chinoises pour pouvoir bien vivre en Chine. Pour ceux qui découvrent pour la première fois la Chine, son réseau de solidarité constitue un repère précieux, qu'il s'agisse des formalités administratives, de l'orientation ou de l'adaptation à un nouvel environnement. Les anciens apportent leur soutien aux nouveaux venus. La communauté m'a très facilité mon insertion ici à Guangzhou. J'ai bénéficié de l'aide de nos doyens qui nous ont donné des directives à suivre. On a bénéficié de leurs conseils. Je reste très attachée à la Guinée. Une communauté vraiment extraordinaire, soudée. Parce qu'ici, je peux vous dire que depuis que je suis arrivé ici, il n'y a jamais eu de querelle entre les communautés. Parce qu'il n'y a pas politique. Il n'y a que commercial, familial et social. Quand il y a un décès, tout le monde est là. C'est un seul Guinéen. Depuis 3 mois, quelque chose a changé dans la vie des Guinéens de cette métropole économique. La Guinée a installé sur place un consulat général pour mieux rapprocher ses ressortissants des services consulaires et faciliter les démarches administratives. Par vocation principale, le consulat est là pour les préoccupations de sa communauté, de sa base. Le président a donné le ton lors d'ouvrir le consulat, c'est pour eux. C'est pour au moins les servir et les donner tout ce qui est possible en termes de documents administratifs. Loin de la mère patrie, ces Guinéens installés à Guangzhou constituent un bel exemple d'intégration et de vie en société. À partir de leur ville d'accueil, ils participent activement au développement de la Guinée. De retour à Conakry, la Guinée renforce sa stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique dans le secteur halieutique. À Conakry, la première session du comité de pilotage du projet Kunki a réuni les acteurs concernés autour des enjeux de résilience climatique, de pêche et d'aquaculture. Une initiative qui s'inscrit dans l'ambition des autorités de faire de l'économie bleue un levier de croissance durable. Reportage de Al-Gassi Mouba. C'est une étape décisive dans la gouvernance du projet Kunki. Autour de la même table, les représentants des départements ministériels concernés, les partenaires techniques et les acteurs du secteur examinent les mécanismes devant garantir une mise en œuvre efficace de ce programme ambitieux. Cette première session permet également d'examiner les priorités opérationnelles, les mécanismes de coordination interinstitutionnelle ainsi que les résultats attendus dans les différentes zones d'intervention du projet. Il a été question de valider le plan du budget annuel, également de voir dans la planification des activités les manquements et les ajustements qu'on pourrait faire pour que la mise en œuvre du projet soit en lien avec la politique du gouvernement. À travers Kunki, la Guinée affirme son engagement à concilier protection de l'environnement, sécurité alimentaire et création d'opportunités économiques pour les populations vivant de la pêche et de l'aquaculture. Un projet qui traduit la détermination des autorités à bâtir un secteur halieutique plus résilient et plus compétitif. Le projet est venu pour résoudre les principales contraintes du secteur de la pêche. Globalement, tous les aspects sont pris en compte, même l'aspect JAR. Dans un contexte marqué par les effets du changement climatique sur les écosystèmes marins et continentaux, le projet Kunki se positionne comme un levier stratégique pour renforcer la résilience des communautés de pêcheurs, promouvoir une aquaculture durable ou encore préserver les ressources halieutiques du pays.
Le projet de renforcement des capacités d'adaptation des communautés face au changement climatique entre dans une nouvelle phase en Guinée forestière. À Zérékoré, la validation d'un rapport d'études réalisé dans la zone d'intervention du projet regroupe les acteurs de mise en œuvre. Il s'agit d'amender le contenu et le valider avant sa dissémination dans les communautés cibles pour une amélioration continue de la résilience face aux effets du changement climatique. Lancé Kamisoko est notre correspondant sur place. C'est le résultat d'une étude menée au sein des localités cibles du projet d'adaptation des communautés face au changement climatique en Guinée forestière. Il s'agit d'intégrer les informations météorologiques dans les calendriers agricoles des paysans afin de minimiser les effets du dérèglement climatique. Toutes ces informations capitalisées doivent être diffusées dans la zone d'intervention au bénéfice des communautés pour qu'ils puissent vraiment valoriser non seulement ces informations climatiques de façon accessible pour prendre des dispositions idoines afin de pouvoir s'adapter aux changements climatiques qui sont là et les effets. C'est pourquoi les alertes qui seront données, ce sera le contenu de ces alertes-là, le contenu des bulletins, les bulletins météorologiques qui sont décadaires, mensuels et trimestriels, qui sont en train d'être diffusés par les radios rurales partenaires des 5 préfectures d'intervention. Pour aboutir à ce résultat, chaque acteur de mise en œuvre doit jouer sa partition, à commencer par le diagnostic complet des défis actuels et futurs. De présenter de manière structurer les principaux résultats et recommandations du rapport préliminaire, faciliter un cadre d'échange, intégrer les observations issues des restitutions pour finaliser le rapport. Il est de notre responsabilité collective de renforcer nos actions en faveur de la restauration des terres dégradées, de protection des écosystèmes fragiles et de la promotion des pratiques de gestion durable, conciliant préservation de la nature et le développement socio-économique. Ces bulletins météorologiques mis à la disposition des communautés villageoises seront désormais la boussole de leurs calendriers agricoles. Une innovation visant à améliorer substantiellement la productivité agricole afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Émotion et consternation à Sigiri après un éboulement meurtrier sur un ancien site minier de Bouré-Quintignan. Le bilan fait état de 7 morts et 4 blessés selon la Croix-Rouge locale. Face à ce drame, les autorités ont exprimé leur solidarité aux familles des victimes et assuré une prise en charge des blessés. Compte rendu, Diamokaba. La journée du dimanche 7 juin 2026 a été une journée difficile à Bouré-Quintignan. Sur cet ancien site minier à 14h, un effondrement a été enregistré. Résultat, des pertes en vies humaines et des blessés. Quand nous avons appris la nouvelle, mes hommes qui sont ici ont commencé la recherche. Le premier jour, nous avons trouvé 3 personnes. Après, nous avons informé notre chef basé à Sigiri. Lui, à son tour, nous a dit de continuer toujours les recherches. La société Saga nous a donné une machine pour faciliter la recherche. Et le deuxième jour, nous avons retrouvé 4 personnes, ce qui fait 7 corps. Le DPS avait pris toutes les dispositions à travers les structures existantes qui ont été prises en charge. Donc, c'est des blessés légers. Et nous présentons vraiment aux familles éplorées nos condoléances les plus attristées au nom de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame Kaïté Sall. Des jours après l'éboulement, l'émotion est toujours immense. Pour remonter le moral, le gouvernement démontre sa solidarité. Le gouverneur de Kankan porte ici la voix du chef de l'État. Un large élan de solidarité nationale. En guise d'hommage et de compassion, Colonel Ali Badara manifeste la profonde tristesse de Mamadi Doumbouya, président de la République. Pour la présence des autorités à tous les niveaux, c'est pour partager la douleur. C'est une mission qui vient pour adresser la compassion. Les communautés, c'est des frères et sœurs de Quintignan dans la préfecture de Sigiri. Après avoir fait part de l'émotion du gouvernement général et du chef de l'État en particulier, le gouverneur de la région administrative de Kankan a mis l'accent sur le respect des règles de sécurité
et les textes qui encadrent l'exploitation minière artisanale afin de protéger les populations. Créer des opportunités économiques en milieu rural et freiner l'exode rural des jeunes, c'est le pari de la coopérative des producteurs agricoles de Séguin dans la commune rurale de Garambé qui se lance dans l'apiculture avec l'appui des ressortissants de la localité. Formation des producteurs, acquisition d'équipements et valorisation des ressources locales sont au cœur de cette initiative. Nabila Moussa Kamara commente les images de Sarafdine Diallo. Pour son lancement, la coopérative des producteurs agricoles de Séguin choisit de miser sur l'apiculture. Grâce à l'appui des services techniques du ministère de l'Élevage, les membres bénéficient de formations et d'équipements adaptés. Une initiative qui vise à créer des opportunités économiques locales et à freiner l'exode rural des jeunes dans la localité. On a jugé nécessaire de trouver quelque chose à faire dans notre sous-préfecture. On a plusieurs choses à faire, mais on a commencé pour l'apiculture, l'élevage, on fait tout. Nous prions le président Mamadi Doumbouya et les bonnes volontés de nous venir en aide pour la réussite de cette coopérative lancée, qui a l'agriculture et l'élevage dans son programme pour éviter l'exode rural. La création de cette coopérative dans la sous-préfecture de Garambé est saluée par les autorités locales et les sages de Séguin. De son côté, le directeur préfectoral de l'environnement a réaffirmé son engagement à accompagner cette dynamique de développement durable. Nous sommes engagés de les soutenir en les demandant de multiplier les efforts pour la réussite de cette coopérative qui va beaucoup aider les citoyens de Garambé, surtout les jeunes. Cette jeune coopérative qui a pris cette initiative est la Copa Sega, coopérative des producteurs agricoles de Séguin, de s'orienter dans l'apiculture. Parce que quand tu parles d'apiculture, c'est qu'il faut qu'il y ait les espèces forestières. Au-delà de l'apiculture, cette coopérative entend jouer un rôle moteur dans le développement de la localité. Plusieurs projets structurants figurent déjà dans son plan d'action pour améliorer les conditions de vie des populations. Et puis, le Bureau guinéen du droit d'auteur fait le point sur sa gestion financière. Réunis en session extraordinaire, les membres du conseil d'administration ont passé en revue les opérations de recouvrement et de répartition des droits d'auteur, un exercice de reddition de comptes au cœur de la gouvernance de l'institution. Quelles conclusions retenir de cette session? Éléments de réponse avec Mamadou Djoumaba et Ousmane Ba. Au cours de cette session extraordinaire, la gestion des ressources financières du Bureau guinéen du droit d'auteur est passée au peigne fin. Le processus concerne les recouvrements et la répartition des droits sur toute la chaîne. Un contrôle sur la gestion conformément aux résolutions du conseil d'administration. Conformément aux exigences et aux impératifs du Bureau guinéen du droit d'auteur, quelques points ont été aménagés liés à l'approbation de ce compte financier. Il s'agit donc de la revue sectorielle, si vous voulez, à mi-parcours de la copie privée, de la revue de la perception et de la répartition. Alors, la perception, elle est l'ensemble des éléments sur lesquels les droits sont entrés. La copie privée fait partie. Mais la copie privée est décantée de ce point parce qu'elle est une manne financière importante aujourd'hui en termes de perception des redevances de droits d'auteur. Elle fera donc l'objet d'examen et l'ensemble des droits seront examinés en termes de recouvrement qu'on appelle perception et aussi en termes de répartition qu'on appelle l'obligation du Bureau guinéen de droit d'auteur à l'égard des ayants droit. Au menu des débats, 5 points spécifiques sur la transparence dans la gestion des droits. Une gestion qui s'avère reluisante aux yeux du conseil d'administration. Nous avons une équipe qui maîtrise parfaitement le mécanisme et nous, je pense que 2027 va nous servir d'aller vendre le modèle guinéen à l'international en commençant par l'Afrique de l'Ouest, nos voisins, pour aller vers d'autres horizons. Ça veut dire aujourd'hui que à partir de l'assistant qui est au BGDA jusqu'à nous qui sommes administrateurs, passant par la direction générale, nous maîtrisons parfaitement les outils qui nous permettent aujourd'hui de rendre nos auteurs heureux. Donc les perspectives sont très bonnes. Les résultats
obtenus ouvrent la voie à de nouvelles perspectives permettant d'améliorer davantage la gestion des droits d'auteur au bénéfice des acteurs culturels, créateurs d'œuvres. Dans le secteur de l'éducation, briser les tabous et garantir la dignité des jeunes filles en milieu scolaire. À Conakry, les autorités éducatives ont procédé au lancement d'un projet de lutte contre la précarité menstruelle dans les écoles. Une initiative portée avec l'appui de partenaires sanitaires et appelée à être étendue progressivement à l'ensemble du pays. On en sait plus avec Abdulaziz Baldé. Chaque mois, des milliers de jeunes filles en Guinée manquent les cours pour une raison purement biologique, faute d'accès à des protections hygiéniques adaptées. C'est pour mettre fin à cette injustice silencieuse que la campagne Menstrue sans tabou a officiellement pris vie ce matin à Koleya, dans la commune de Matam. Portée avec vigueur par le ministère de l'Éducation nationale à travers sa direction nationale de la santé scolaire, ce projet s'attaque de front à un sujet encore trop souvent relégué dans l'ombre. Une fille sur 4 manque l'école pendant 3 à 5 jours chaque mois, faute de protection hygiénique adaptée. Nous ne pouvons pas accepter qu'un phénomène naturel propre à la condition féminine devienne un facteur d'exclusion scolaire. Dans ce combat pour l'équité, le gouvernement guinéen n'est pas seul. Des partenaires techniques et financiers de premier plan, à l'instar de l'Organisation mondiale de la santé et du groupe Total Énergie, se mobilisent. Concrètement, le projet prévoit la distribution gratuite de kits sanitaires adaptés, mais aussi un vaste programme de sensibilisation dans les écoles. En soutenant ce projet, nous faisons le choix d'une action concrète. Parce qu'à travers ce projet, ce sera 16 écoles qui seront touchées, plus de 5 000 jeunes filles qui seront impactées et plus de 80 000 serviettes hygiéniques à distribuer. Ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En s'attaquant de front à la précarité menstruelle, la Guinée s'aligne sur les standards internationaux du droit des femmes et de l'enfant. Une initiative accueillie comme une véritable bouffée d'oxygène. Investir dans la dignité d'une jeune fille, c'est investir dans l'avenir de toute une nation. C'est protéger une future enseignante, une future entrepreneur, une future scientifique, une future dirigeante. Je renouvelle ici notre engagement à poursuivre cette dynamique afin qu'aucune fille ne soit laissée de côté. Je pense que l'État déjà est en train de prendre les mesures parce que déjà le ministre était là. Je pense que vraiment c'est une chose qui est vraiment bien. Ça peut aider aux jeunes filles de se sentir suite à leur menstrues. Au-delà de la distribution matérielle, le grand défi de cette campagne reste la sensibilisation. Libérer la parole dans les classes pour que les menstruations ne soient plus synonymes de honte ou de discrimination, mais simplement de vie. Et pour terminer, la Guinée célèbre ce 13 juin la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, placée sous le thème « Je suis fier de ma peau ». Célébrons toutes les couleurs de peau. Cette journée met en lumière les progrès réalisés dans la protection et l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme. À cette occasion, notre rédaction revient sur les actions menées pour promouvoir la sensibilisation et lutter contre les préjugés. Mohamed De Camara. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est célébrée le 13 juin de chaque année. Elle a été instaurée par les Nations Unies pour promouvoir les droits à l'inclusion et à la protection des personnes atteintes d'albinisme à travers le monde. Cette 12e édition reprend le thème « Fier de ma peau, célébrons toutes les couleurs de peau ». La Guinée a été le premier pays à protéger par la loi les personnes atteintes d'albinisme adoptées le 30 avril 2021. Notre pays, la Guinée, est l'un des rares à avoir une loi spécifique sur l'albinisme. Cette loi n'est pas un ordonnement de tiroir, elle prévoit un ensemble de dispositions permettant une meilleure prise en compte des préoccupations et des spécifications liées à l'albinisme. Il apparaît aujourd'hui dans l'ensemble, la plupart des dispositions au niveau international, que l'albinisme, c'est aussi une forme de handicap. Le texte classe des personnes vulnérables et impose à l'État l'obligation de garantir leurs droits à la santé, à l'éducation et l'emploi. Il prévoit aussi des sanctions lourdes contre les crimes rituels. L'albinisme est une anomalie génétique et héréditaire et ne pas disposer de mélanine dans son corps au niveau de la peau peut prédisposer cette personne-là à des risques majeurs.
L'intervention de l'État ne se limite pas à l'aspect juridique. La République de Guinée, en faveur des personnes atteintes d'albinisme, prévoit maintenant, depuis pas moins de 4 ans, une vaste opération de distribution de kits de protection individuelle. Ces kits sont essentiels. On estime le nombre de personnes atteintes d'albinisme entre 1600 et 2000. Pour assurer le bien-être de cette couche sociale, le ministère en charge des solidarités bénéficie de l'accompagnement de certaines ONG. Avant que je ne sois du côté de l'État, j'ai déjà pas mal œuvré dans le sens humanitaire. J'étais déjà au sein de la Confédération nationale des albinos de Guinée depuis très longtemps, depuis presque 2009. Et progressivement, voilà, j'ai commencé à occuper des responsabilités. Et jusqu'à nos jours, je continue toujours à faire le mieux pour non seulement encadrer ces enfants de façon très structurée. Des campagnes de distribution de crèmes et lunettes solaires suivies d'une série de dépistages gratuits sont menées. Aujourd'hui, en Guinée, un centre dédié à l'épanouissement des personnes atteintes d'albinisme est mis en place par l'ONG SENAC. Le but principal, appuyer le gouvernement dans son rôle régalien de protection des couches défavorisées du pays. Cette année, le ministère a donné chacun une quantité de lot de crème à tous les albinos, pas seulement au centre, à tous les albinos de Conakry. Nous avons 71 enfants qui sont ici au centre. On a un programme de local. Ici, nous payons à 10 millions par mois. Et on a un seul partenaire qui finance. Quand j'étais avec mes parents, je sortais sous le soleil tout le temps pour travailler dur. Mais depuis quand je suis venu ici, je suis à l'école, j'étudie, je fais tout. Et je suis très fier de ma peau. Ce 13 juin 2026 s'annonce comme un moment de bilan pour des ONG de défense des droits. Et le ministère en charge des solidarités devrait envisager des dispositifs pour garantir la sécurité et l'accès aux soins pour les personnes atteintes d'albinisme. Un mot de sport avec la Coupe du Monde sur les antennes de la RTG. À partir de 22h, vous pouvez donc suivre le match entre le Brésil et le Maroc. Toute l'équipe technique et sportive est mobilisée pour vous faire vivre cette belle affiche. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site, le www.rtgguinée.info. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Thank you.